Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Perspective organisationnelle. Collection dirigée par Yvon Pesqueux et Gilles Thénault. C'est depuis l'apparition de la grande organisation comme phénomène social suffisamment important que se pose la question de la construction d'un champ de savoir qui lui soit spécifique, celui des sciences des organisations, la grande entreprise en étant la manifestation concrète majeure. C'est l'action organisée dans cet endroit spécifique qui constitue le matériau empirique et conceptuel et l'enjeu de la création de savoir, ceci venant justifier l'existence de la collection, perspectives organisationnelles. L'organisation est à la fois organisée et organisante, c'est-à-dire qu'elle cherche à maintenir la socialisation qui lui est inhérente, ce qui lui permet en même temps de se maintenir. Elle cherche à relier les agents organisationnels et à se relier, c'est-à-dire à relier les agents organisationnels avec les autres. Elle cherche à produire des biens et des liens, ce qui lui vaut d'assurer sa pérennité. L'organisation matérialise l'existence d'un équilibre entre des logiques structurelles et celles des agents qui les animent. L'organisation est donc une construction sociale contingente qui prend en compte des objectifs, des conditions d'environnement et la mentalité des agents qui s'y trouvent. Dernière parution. Sous la direction de Walter Amedzro Saint-Hilaire, Perspectives stratégiques et gestion opérationnelle de l'économie bancaire, 2015. Sous la direction de Sony Perseil et Yvon Pesqueux, Faire l'économie de la dénonciation, 2015. Gilles Thénault, L'erreur humaine. Modèle et représentation, 2014. Société de philosophie des sciences de gestion, SPSG, Penser le management et les sciences de gestion avec Hannah Arendt, 2014. Introduction. L'expertise et les normes. Recherche et pratique. Olivier Crété, ANEMARCHAISROUBELAT. La multiplication des normes et leur diffusion à de nouveaux domaines d'application provoque des interrogations sur les fonctions qu'elles remplissent, sur les modes de contrôle auxquels elles renvoient, sur les acteurs qui les utilisent et sur ceux auxquels elles semblent échapper. Leur rôle de facilitateur ou de frein pour l'action qu'elles organisent constitue un enjeu commun pour le chercheur et le praticien, quoique leurs points de vue ne seront pas nécessairement coordonnés. Le chercheur pourra avoir tendance à aborder la norme comme objet de recherche, dans une approche plutôt organisationnelle. Le praticien pourra plutôt s'intéresser à la norme d'un point de vue professionnel comme moyenne associée à l'action, en référence à des objectifs qu'il considérera comme donnés. Pour l'un comme pour l'autre toutefois, l'établissement, l'application et l'évolution de la norme nécessitent l'intervention professionnelle de l'expert, l'articulation entre normes et expertise apparaissant comme une problématique partagée. Car si la pratique évoque l'expertise, l'une et l'autre se déroulent dans un contexte de plus en plus organisé par des normes. Inversement, l'expert peut intervenir sur les normes et contribuer à modifier les objectifs industriels. Cet ouvrage est issu d'une première rencontre organisée au Conservatoire national des arts et métiers, CNAM, par le Laboratoire interdisciplinaire de recherche en sciences de l'action, LIRSA. S'appuyant sur les contributions de praticiens et de chercheurs, il a pour objectif d'associer leurs réflexions sur les enjeux et les pratiques liées à la normalisation à travers l'expertise. Aussi la première partie insiste-t-elle sur la figure de l'expert dans sa relation à la création et à l'application de la norme, tandis que la seconde examine plus particulièrement l'exercice de l'expertise dans une action régulée par des normes. Dans le jeu qui s'établit entre l'expertise et la norme, la figure de l'expert apparaît à la fois essentielle et ambiguë. Anne-Marcée Roublat montre que l'expertise et la norme ont en commun une conception de l'action qui passe par le prisme de la décision rationnelle. C'est la représentation analytique classique, RDA. Réflexion, décision, action. Elle semble aujourd'hui converger sur des principes d'organisation égalitaire qui tendent à gommer l'engagement personnel de l'expert comme figure singulière au profit d'une pratique collective, fondée sur un consensus. Le contrôle des activités y passe par une représentation rationalisante de la décision, doublée d'une exclusion des actions hors normes.
À l'issue de cette convergence, les deux processus, de normalisation comme d'expertise, apparaissent essentiellement politiques, les négociations s'y nourrissant des arguments tirés de la dimension technique. Analysant un cas concret, Michel Lichoux et Patrick Rousseau reviennent sur l'aspect politique de l'expert, au-delà de la dimension technique. Ils font dialoguer les trois figures du théoricien, de l'expert et de l'homme d'étude dans le contexte d'un projet de recherche appliquée introduisant une méthode innovante d'analyse des risques, l'analyse des risques du cycle de vie, ARCV, appliquée aux énergies renouvelables. Cette méthode complète l'analyse classique selon la norme internationale en lui intégrant le risque. Toutefois, les aspects techniques du risque renvoient plus largement à des évolutions de la société et aux choix politiques qui les accompagnent. Dans cet exemple, l'expert n'est pas isolé mais en interaction avec l'homme d'étude et le chercheur, dans le contexte d'une normalisation à laquelle il pourrait finalement être appelé à contribuer. Poursuivant sur le même thème, Philippe Bayard, Denis Lebay et Émile Djitchan se placent sur le terrain de la qualité appliquée à la gestion de projets informatiques industriels pour comparer la figure mythique de l'expert en qualité, créateur d'outils et plus particulièrement de normes facilitatrices d'activités industrielles, avec le vécu du professionnel qui en réalité se débat continuellement dans des contradictions. Leur contribution, plus proche de l'essai, cherche justement à traduire le vécu singulier et pourtant partagé d'hommes d'expérience. Il montre que l'expert est au cœur d'une tension insoluble entre d'une part la modélisation par les normes dans une logique de généralisation des procédures, et d'autre part le caractère singulier de chaque action qui conduit les experts à multiplier les définitions et les normes. Le paradoxe provient de ce que la reconnaissance et le développement de l'expertise progressent par une normalisation qui la généralise, mais que réciproquement la diffusion et le raffinement des normes provoquent un émiettement du sens de plus en plus difficilement maîtrisable par les experts. Les deux exemples industriels prennent en compte des experts associés à d'autres acteurs engagés avec eux dans l'action et la création de normes. La réflexion de Sony Perseille sur l'évaluation de l'expertise des compétences des assistantes maternelles revient en écho sur le caractère politique de l'expertise. Toutefois, elle s'inscrit en contrepoint des deux analyses qui la précèdent dans la mesure où la reconnaissance de l'expertise des assistantes maternelles, condition indispensable à l'exercice de leur activité, dépend d'une expertise indépendante de leur pratique. Cette expertise, de nature plus théorique et moins appliquée, s'exerce dans le contexte d'instances de contrôle régulées par des normes à la constitution desquelles les assistantes maternelles n'ont pas accès. Lorsque l'expert est coupé du processus de normalisation qui lui impose les critères de son évaluation, la reconnaissance de l'expertise devient un instrument de domination de l'expert par ses évaluateurs, fussent-ils d'autres experts. Suchinda Sankavong Pravong rajoute une composante territoriale au thème de l'association, ou de la dissociation, de l'expertise et de la norme. Traitant la diaspora laotienne comme un terrain d'étude, elle a pu démontrer la nécessité de décomposer les normes à l'œuvre dans l'expertise. Son étude conduit aussi à s'interroger plus avant sur la dimension sociopolitique d'activités et de pratiques souvent considérées comme purement techniques, notamment en mettant en tension expertise, normes et réseaux. La série des textes qui composent la seconde partie de cet ouvrage met plus particulièrement l'accent sur l'exercice de l'expertise dans un contexte de plus en plus organisé par les normes. Étudiant la contribution de l'expert à l'établissement de la juste valeur des sociétés immobilières, Olivier Crété montre que l'introduction des normes comptables internationales, notamment sur des critères techniques mis en avant par des experts de la profession comptable au sein de l'organisme de normalisation, IASB, permet d'harmoniser les pratiques nationales. Une comparaison entre les pratiques des experts en France et en Allemagne conduit cependant à nuancer l'uniformisation prônée par la norme, la prudence dans les choix comptables étant plus marquée en Allemagne qu'en France. Si le principe de transparence peut justifier rationnellement le développement de normes internationales, une comparaison des pratiques effectives conduit à le relativiser en s'interrogeant sur les tendances réellement à l'œuvre. Dans un univers global de plus en plus régulé par les normes, quelle marge de manœuvre l'exercice concret de l'expertise conduit-il localement à réduire ou à développer ? Dans cet univers mondialisé, Benoît Piget montre qu'avec l'effacement de l'État, l'acteur capable de créer un chemin dans le dédale des normes disparaît. Remplaçant le bureaucrate,
L'expert apparaît alors comme le héros capable d'interpréter le rébus des normes et de permettre ainsi à l'organisation ou à l'individu de desserrer le nœud des contraintes qui l'étouffent. Toutefois, l'histoire ne s'arrête pas là, et l'étude des conflits normatifs incite à penser que cette bouffée d'oxygène n'est que momentanée si, à son tour, l'expert, fort des arguments techniques qu'il est censé maîtriser, tend à exclure les parties prenantes de la gouvernance. Ce serait oublier que le foisonnement des normes n'est pas un état, mais le résultat évolutif d'une multiplicité de mouvements qui s'entremêlent. Étant elle-même en mouvement, l'organisation peut apprendre à tracer son propre chemin dans le labyrinthe normatif. Les spécificités des caractéristiques et des enjeux des normes considérées comme des construits humains, et non pas comme des données externes à l'organisation, méritent donc d'être étudiées en tant que telles. C'est l'objectif de la tétranormalisation présentée par Henri Saval, Véronique Zardet, Laurent Capelletti et Benoît Piget. Elle étudie les conflits de normes et en recherche les modalités de gestion. Poursuivant la mise en regard des principes rationalisants de la norme par l'exercice concret de l'expertise, Gilles Thénault et Jean-Guy Anda pointent le fait que la généralisation de l'utilisation du terme risque d'amener les praticiens à y inclure des domaines de la pratique qui n'en font pas partie. Car dans le maquis des normes tout n'est pas norme et l'expert y manie aussi des référentiels, des méthodes et des modèles. Lever la confusion entre les termes contribue à l'amélioration de l'interopérabilité des processus en cours. Non seulement une telle démarche incite à mieux harmoniser les normes, les référentiels, les méthodes et les modèles entre eux, mais encore elle clarifie la communication entre les experts eux-mêmes. En management, un terrain privilégié de l'exercice de l'expertise dans le cadre de la norme est désormais le projet. Éric Rousseau montre que si la norme définit initialement le projet, le mode de gestion par projet s'est progressivement institutionnalisé. Le basculement de la gestion de projet unitaire au mode projet, ou au mode d'organisation par projet relativise la notion d'efficacité à l'origine du succès de la démarche. D'un côté, l'efficacité n'est plus mesurable, car elle ne peut plus être constatée comme un progrès par rapport au mode d'organisation antérieur. D'un autre, elle n'a plus à être démontrée et n'est donc plus discutée, devenant une donnée de principe. Comme la norme dont il est issu et qui le structure, le projet est désormais un principe d'organisation globalisant et rationalisant. Si son efficacité n'est plus approuvée, celle de l'expertise qui s'y exerce l'est-elle encore ? En étudiant les politiques d'accréditation des écoles de commerce, Titu Tra Nguyen s'intéresse justement au processus d'acquisition de l'expertise en vue d'un exercice futur, ou plus exactement aux pratiques des organismes habilités à attester qu'une expertise est acquise par leurs étudiants. D'un côté, les écoles de commerce doivent se différencier de leurs concurrentes, en offrant des avantages stratégiques aux futurs experts que seront leurs étudiants. D'un autre côté, ces mêmes écoles, pour recruter leurs étudiants et leur délivrer des diplômes reconnus, doivent se faire désigner comme légitimes en montrant qu'elles respectent les normes édictées par les différents organismes régulateurs, ce qui les incite à collectionner les accréditations. Il semblerait pourtant que, selon les pays, les étudiants n'accordent pas la même importance aux accréditations en tant que certification de la qualité de l'enseignement et de la réputation de l'école. Pour certains, l'importance des salaires et des perspectives de carrière, en relation avec le réseau d'anciens élèves, semble primer. Si l'expertise semble difficile à exercer sans les diplômes qui l'attestent, la norme qui justifie la reconnaissance de ces mêmes diplômes ne suffirait pas à décréter l'expertise. Il lui manque la validation de la pratique au sein du milieu, entreprise comme école, où l'expertise s'exerce et se transmet au cours du temps. En pratique comme en théorie, la relation norme-expertise n'est pas dissociable du contexte dans lequel elle s'établit et qui l'influence au cours du temps. Alors que d'un point de vue global, la norme semble progressivement orchestrer toutes les activités non seulement techniques, mais encore économiques et sociales, son exercice au regard de l'expertise qu'il applique est finalement très différencié, chaque action concrète apparaissant singulière. Au lieu d'un décalage entre le monde de la pratique et celui de la recherche, cette expérience du LIRSA fait apparaître une complémentarité des enjeux tandis que des axes forts de convergence entre chercheurs et praticiens d'entreprise se dessinent, contrastant avec la diversité des thèmes et des auteurs. Sous les aspects techniques de la norme comme de l'expertise, se dessinent en effet des enjeux politiques qu'il faudrait prendre en compte.
Leur traitement semble toutefois difficile, peut-être parce qu'il apparaît en limite d'expertise pratique ou académique. Peut-être aussi ce traitement n'est-il pas possible si on établit une coupure entre le monde de la pensée et celui de la pratique. Comme cette coupure sous-tend toutes les approches rationnelles de la décision, c'est aussi elle qui justifie non seulement la pratique de l'expertise comme aide à la décision mais encore l'établissement des normes comme rationalisation de la pratique. Pour le praticien d'entreprise comme pour le chercheur, deux questions prospectives se posent alors. Comment apprendre à maîtriser les enjeux politiques de la normalisation comme de l'expertise? Cette maîtrise nécessite-t-elle un changement de paradigme? Première partie, la figure de l'expert dans sa relation à la norme. Chapitre 1 L'expert et la norme au regard de la décision, réflexion sur la déviance. ANEMARCHAISROUBELAT. Résumé. Dans la mesure où l'erreur, dans la représentation classique de la décision, est considérée comme écart à une référence, le constat de l'erreur est objectif en théorie, dans la pratique quasiment impossible à établir objectivement. En tant que source de normativité décisionnelle, les experts sont-ils susceptibles d'erreur? Le respect ou non d'une norme est-il assimilable à une erreur? La dichotomie activité rationnelle par rapport à une fin, activité communicationnelle, Habermas 1973, qui permet de distinguer l'erreur de la déviance, met en exergue l'ambiguïté de l'expertise et de la norme dans le jugement de l'erreur ou la sanction de la déviance. On peut montrer que l'expertise et la normalisation semblent converger sur des principes d'organisation égalitaire, où le contrôle des activités désormais totalement pensées selon la représentation analytique de la décision rationnelle, se dissocie du jugement de l'erreur comme échec devant la réalité pour sanctionner sans discernement tous les agissements hors normes. Il apparaît alors que cette convergence participe à une fusion discutable entre science et politique, Habermas 1973, Arendt 1988. À la différence du technicien qui applique les règles, ou du spécialiste qui peut les faire évoluer en vue de résoudre un problème donné, l'expert est seul capable de remettre en cause les éléments de diagnostic antérieur, Koch 2012. Aussi l'expertise est-elle pensée selon le modèle idéal de la décision rationnelle, Lacombe 2002, issu du mode de représentation analytique réflexion-décision-action, RDA, Marcet-Roublat 2011-2012. Cette manière de voir les choses s'inscrit dans la rupture qui se produit après la Deuxième Guerre mondiale, lorsque la manière de penser la décision se concentre sur la problématisation de situations décisionnelles en vue de rationaliser la praxis. Le schisme entre le domaine du vécu, l'action, et celui du modèle, la décision, censé contrôler l'action par nature imparfaite est donc daté et doit être relativisé même si aujourd'hui il peut paraître universel. Or, c'est ce schisme qui justifie que l'expertise puisse dorénavant être classiquement définie comme la production d'une connaissance spécifique pour l'action. Lacombe 2002. Dans cette définition, la connaissance et l'action sont en effet conçues comme appartenant à deux univers différents, le premier univers, celui de la connaissance, devant cependant procurer des outils pour gérer le second, c'est-à-dire l'action. C'est bien là ce qui légitime le recours à l'expertise dans sa dimension de réflexion en amont de l'action. Pour s'exercer, cette expertise doit être reconnue par des pairs ou par des mandataires. Elle a donc aussi une composante sociale qu'il faut combiner à la conception de l'idéal rationnel de la décision, justifiant l'expertise. La dichotomie effectuée par J. Habermas, 1973, entre travail, ou activité rationnelle par rapport à une fin, qui réalise des objectifs définis dans des conditions données, et activité communicationnelle, comme interaction médiatisée par des symboles, apparaît alors particulièrement adaptée à l'étude de l'expertise. Selon cette dichotomie, l'activité du spécialiste, comme celle du technicien, obéit à des règles techniques éprouvées issues de la pratique ou à des stratégies fondées sur une déduction établie avec référence à certaines valeurs et maximes. La validité des règles techniques et des stratégies dépend de la validité de propositions empiriquement ou analytiquement vraies, et ne pas s'y référer engendre une sanction qui est l'erreur, au sens dans ce contexte d'un échec devant la réalité. L'expert, parce qu'il est susceptible de remettre en cause les éléments du diagnostic antérieur, est aussi susceptible de remettre en cause le problème décisionnel lui-même.
Mais il ne peut le faire que par l'activité communicationnelle, selon les normes en vigueur qui définissent des attentes de comportement réciproques et dont la validité est fondée sur la seule intersubjectivité de la compréhension des intentions. Ne pas les respecter signifie la déviance, celle-ci étant établie de manière conventionnelle. Cette caractéristique distinctive de l'expert le rend-elle alors susceptible de remettre en cause la norme, alors que le technicien et le spécialiste ne le pourraient pas ? Plus largement, jusqu'à quel point l'ontologie de la séparation de la pensée et de l'action qui justifie l'expertise peut-elle soumettre l'erreur, dans son aspect concret d'échec devant la réalité, à la déviance ? À partir de la dichotomie établie par J. Habermas, il conviendra de montrer dans un premier temps que l'idéologie technicienne, d'un savoir scientifique capable de créer des solutions pour la totalité des problèmes qui se posent à nous, renvoie dans l'ombre le cadre institutionnel alors que c'est lui qui fonde les normes sociales et qui contrôle la fonction normative des experts. En d'autres termes, l'idéologie qui justifie, dans l'ontologie de la séparation de la pensée et de l'action, l'expertise comme approche rationnelle de la décision soumet aussi l'erreur, dans son aspect concret d'échec devant la réalité, à la déviance. Appliquée dans un second temps à la norme, cette même dichotomie met en exergue le double sens rationalisant et institutionnalisant, et par conséquent l'équivocité de la justification de la norme qui sous-tend le discours de la normalisation. En d'autres termes, la normalisation est justifiée par une logique technique mais elle établit des normes sociales au sens de J. Habermas. Comme elle aussi est pensée dans l'ontologie de la séparation de la pensée et de l'action, elle conduit à ce que les normes soient des normes sociales dont il convient de ne pas dévier, quitte à subir l'échec devant la réalité. Mais que signifie pour tout autre que celui qui le vit, l'échec devant la réalité, lorsque l'évaluation qui permet la reconnaissance sociale de cet échec est elle-même établie par convention ? 1. L'expert comme source de normativité, fracture de sens et contrôle institutionnel. Dans la représentation RDA, l'erreur est l'écart à une référence abstraite produite par un construit social, modèle, référentiel, norme technique. Elle n'a pas la même valeur pour le technicien qui intervient au niveau de l'acte et pour lequel le référentiel est une donnée, le spécialiste qui en rajoutant le niveau de la décision peut prendre de la distance par rapport au référentiel, et l'expert seul à pouvoir juger ou créer la référence. C'est à lui seul en effet qu'est reconnue la capacité de modifier la réflexion en amont de la formulation du problème décisionnel. Figure 1. Figure 1. L'expert définit en référence au modèle idéal de la décision rationnelle dans la représentation RDA. Réflexion, décision, action. L'expertise s'exerce cependant de multiples manières, et Pellacum distingue 3 formes d'expertise selon leur source de normativité. Celle-ci peut être interne concernant des spécialistes de la même spécialité, externe concernant des spécialistes d'autres spécialités, ou décisionnelle concernant l'aide à la décision publique, figure 2. Figure 2, 3 formes d'expertise comme source de normativité d'après Pellacum, Lacum 2002. Traversant l'ordre chronologique d'apparition des formes d'expertise à l'origine de cette classification, 2 axes d'analyse du contenu et de la justification de l'expertise apparaissent. Le premier axe s'appuie sur la dimension indifférenciation-différenciation, figure 2. Il conduit à dissocier l'expertise comme source de normativité interne des 2 autres formes externes et décisionnelles, figure 3. Figure 3. Une expertise interne fondée sur la singularité de l'expert et le vécu qui en découle, contrastant avec les expertises externes et décisionnelles. Dans cette première forme interne, la différenciation de l'expert par rapport à ses pairs fait pendant à la banalisation de la situation. Elle s'effectue au moyen d'une action, son travail crée son expérience personnelle, dans un registre décisionnel cantonné au domaine d'exercice de son expertise. La deuxième et la troisième forme d'expertise, externe et décisionnelle, sont quant à elles fondées sur l'appartenance de l'expert à une catégorie. La pratique d'expertise est banalisée et c'est la différenciation de la situation, crise passée et ou à anticiper, dans un registre décisionnel extérieur à celui de l'expert qui justifie le recours à l'expertise. Alors que la différenciation met en exergue le vécu au travers de l'expérience personnelle de l'expert comme personne vivante, l'indifférenciation attribue à la catégorie des experts une fonction d'expertise,
l'expert devenant une unité de décision désincarnée et exerçant une fonction caractéristique d'expertise. Il y a donc deux logiques de justification de l'expertise. La plus ancienne est fondée sur le travail comme activité rationnelle par rapport à une fin, et source d'expérience personnelle au cours du temps, mais devant finalement être reconnue par les pairs. Elle fonde la forme interne. Elle contraste avec la logique la plus récente, partiellement déconnectée du vécu de l'expert dans la mesure où l'exercice de la fonction d'expertise est uniquement dépendant de l'appartenance à une catégorie, mais cette appartenance peut être issue de l'expérience. C'est à cette seconde logique que se réfèrent les formes externes et décisionnelles. Le deuxième axe s'appuie sur la décomposition en passé, présent et futur, de la temporalité de l'action validant le savoir spécifique de l'expertise, figure 2. Il oppose l'expertise interne, comme expertise au passé issue de l'expérience vécue, à l'expertise décisionnelle uniquement tournée vers la construction de l'avenir, fondée sur la délibération et la communication. Entre les deux, l'expertise au présent, animée par des débats techniques cadrés par les institutions, pérennise la fonction. La forme la plus ancienne de l'expertise comme source interne de normativité se distingue alors à nouveau des deux autres formes qui se sont juxtaposées à elle en ce que non seulement l'expérience pratique de l'expert est fondée sur son passé différencié, mais encore elle justifie la croyance qu'il est mieux apte que d'autres à structurer les solutions de problèmes techniques innovants. Il y a là un paradoxe à la Gaston Berger. La décision est justifiée par le passé alors qu'elle est conçue pour modifier l'avenir, Berger, 1964. Toutefois, l'expertise comme source de normativité décisionnelle qui cherche à articuler entre elles des connaissances hétérogènes et de faire coopérer des acteurs d'origine diversifiée, Lacombe, 2002, crée de manière inverse le même paradoxe. Quelle aptitude de l'expert justifie-t-elle que l'on fasse appel à lui dans un processus de décision uniquement tourné vers la co-construction de l'avenir et où les connaissances passées sont notoirement inadéquates ? Ce paradoxe met en exergue l'ambiguïté de la connaissance spécifique pour l'action, qui englobe dans un cas la résolution de difficultés techniques par l'appel à la mémoire du vécu, alors que dans les deux autres cas il s'agit de produire une information crédible liée à une connaissance technique qui la justifie mais qui la limite. Affrontement cadré dans le cas de l'expertise comme source de normativité interne, ou qui s'efface carrément devant des considérations d'ordre social ou politique, d'où des avis mous et vagues dans le cas de l'expertise comme source de normativité décisionnelle. Il y a finalement une fracture de sens dans la justification de l'expertise comme source de normativité, la source de normativité liée à la forme initiale se maintenant dans l'ombre des deux formes postérieures. La justification de l'expertise comme connaissance spécifique pour l'action, et par conséquent source de normativité peut finalement être décomposée selon la nature de la connaissance produite, connaissance technique ou analytique, et la nature de l'action envisagée, travail ou interaction. Selon cette grille d'analyse, la connaissance spécifique de l'expert comme source de normativité interne est essentiellement technique et fondée sur un savoir empirique. Elle est orientée vers l'activité rationnelle par rapport à une fin, travail. Par contraste, celle de l'expert comme source de normativité décisionnelle s'effectue exclusivement dans le cadre institutionnel, interaction, et est essentiellement analytique, figure 4. Figure 4. Règles techniques et normes sociales d'après J. Habermas, 1973, et contraste entre les formes d'expertise interne et décisionnelle comme source de normativité. La connaissance de l'expert comme source de normativité externe articule les activités stratégiques et communicationnelles selon deux plans logiques différents dans la mesure où cette connaissance est technique, et où dans le même temps elle justifie le recours à un savoir analytique qui maintient l'expertise en tant qu'institution. Cette double fonction illustre la relation imaginée par Habermas entre travail et interaction, le contrôle de la conformité aux règles techniques s'effectuant in fine par le respect des normes sociales. Dans la mesure où les actions sont déterminées par le cadre institutionnel, elles sont à la fois dirigées et imposées par des attentes de comportement sanctionnés et réciproquement imbriquées. Dans la mesure où elles sont déterminées par les sous-systèmes d'activité rationnelle par rapport à une fin, elles se conforment au modèle des activités instrumentales ou stratégiques. Bien sûr,
On ne peut obtenir la garantie qu'effectivement elle se conforme avec une probabilité suffisante à certaines règles techniques déterminées et aux stratégies attendues que dans le cadre de la seule institutionnalisation. Habermas, 1973. L'expertise, initialement cantonnée à l'activité rationnelle par rapport à une fin, apparaît ainsi avoir progressivement investi l'activité communicationnelle, au prix d'une mutation de sa source initiale de légitimité fondée sur l'expérience. En effet, si la première forme d'expertise est source de normes dans le domaine technique, la dernière est source de normes institutionnelles au travers de l'interaction productrice d'un accord. Dans chacune des trois formes de l'expertise se mélange alors, mais en proportion inégale, une part d'expertise productrice de règles techniques comme source de normativité fondée sur le risque d'erreur, et une part d'expertise productrice de normes sociales créant des risques de déviance, figure 5. Figure 5, l'expert, l'erreur et la déviance. La première forme d'expertise est fondée sur le fait que l'expert ne s'est pas trompé, ou s'est moins trompé que ses collègues dont il se démarque alors, risquant une certaine forme de déviance par rapport aux pratiques institutionnalisées pour en susciter de nouvelles. On peut penser pour illustrer ce propos à Miyamoto Musashi, 1584 à 1645, expert du maniement du sabre, reconnu en tant que tel pour avoir survécu à une soixantaine de combats, et auteur d'un traité du combat, le Gorin no Sho, Musashi 1983, qui fait encore référence aujourd'hui. Son expertise a pourtant déclenché une polémique à la veille de la Deuxième Guerre mondiale. Tokitsu 1998. Était-il déjà un expert du combat dans sa jeunesse ? Ou n'était-il pas plutôt expert en auto-publicité, comme pourrait le laisser penser son fameux combat contre Sasaki Kojiro, combat qu'il aurait gagné parce qu'il aurait taillé dans une rame un sabre plus long que celui de son adversaire, déviant alors par rapport au code de l'honneur de l'époque pour s'assurer la victoire à tout prix ? Dans cet exemple où l'erreur de l'expert est fatale, Musashi apparaît d'une compétence exceptionnelle qui justifie sa qualification d'expert. Et pourtant il n'est pas affranchi d'un soupçon de déviance. Un tel risque est inexistant dans les deux autres formes d'expertise. Être expert, c'est maintenir ou créer la norme dans son caractère consensuel. Si l'expert comme source de normativité externe l'est au titre d'une compétence externe elle aussi au domaine auquel il est censé l'appliquer, l'expert comme source de normativité décisionnelle n'a lui à faire la preuve d'aucune compétence. En effet, en ce qui concerne le futur, l'échec devant la réalité lorsque cet échec se produira, s'il se produit, ne sera à ce moment-là pas attribuable aux compétences de l'expert, mais aux conditions dans lesquelles il aura obtenu dans le passé un consensus sur ce qui ne pouvait être à l'époque qu'une conjecture et en aucun cas une réalité. Même si l'expertise suppose ou sous-entend la reconnaissance d'une compétence liée à l'expérience qui rend l'expert apte à juger de la situation en vue d'agir, ce n'est pas elle qui est mobilisée dans l'exercice de l'expertise décisionnelle. C'est une compétence organisationnelle qui s'est substituée à elle et qui justifie l'appel à l'expertise décisionnelle, compétence qui est de l'ordre de l'activité communicationnelle et non pas rationnelle par rapport à une fin. Dans l'expertise décisionnelle, la compétence qui sera mobilisée n'est pas celle qui aura justifié l'appel à l'expertise. Ainsi donc l'expert comme source interne de normativité et l'expert comme source de normativité décisionnelle ne font pas d'erreur au sens d'échec devant la réalité, même si les logiques temporelles qui expliquent ce phénomène commun sont opposées. Ils ne font pas non plus d'erreur comme écart à une norme ou à un modèle, puisqu'ils peuvent les reformuler. Le premier peut être déviant, le second ne le peut pas, il sortirait de la catégorie des experts. Entre les deux, l'expert comme source externe de normativité, s'il a pu être compétent dans le passé, n'a pas à exercer cette compétence dans le domaine où il l'a acquise, donc à la tester. Il n'a donc pas de risque d'erreur, éventuellement un risque de déviance qui l'exclurait de la catégorie des experts. Ainsi l'expert ne peut pas faire d'erreur, mais il peut avoir dévié. Toutefois cette déviance est décalée dans le temps. Ce n'est que lorsque les normes sociales ont évolué que l'expertise peut paraître inadaptée car elle ne fait plus consensus. 2. La norme et la normalisation au prisme de la norme sociale. Un double discours rationalisant et institutionnalisant associé à l'expertise. Dans son acception juridique, la norme est une règle qui, du fait du caractère indiscutable de l'autorité à son origine ainsi que de son caractère général et impersonnel,
constitue une source de droits et d'obligations. Dans ce contexte, la validité de la norme est comparable à celle des normes sociales car elle est fondée sur la seule intersubjectivité de la compréhension des intentions, et elle est assurée par la reconnaissance des obligations par tous, Habermas, 1973. La norme industrielle conserve le principe juridique de la règle justifiée par son origine et son caractère général et impersonnel, et elle l'associe à des objectifs renvoyant à l'activité rationnelle par rapport à une fin. C'est ainsi que les organismes de normalisation que sont l'ISO, International Organization for Standardization, ou la CEI, International Electrotechnical Commission IEC, définissent la norme comme un document établi par consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou des caractéristiques pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte donné. La norme est donc un document issu d'un double processus d'authentification. Parce que la réalité que décrit son contenu est incontestable, de manière générale, tout le vocabulaire de la normalisation se présente avec une apparence de factualité qui occulte son caractère socialement construit et décourage par avance toute contestation. Bessir 2010, ce qui renvoie à l'activité rationnelle par rapport à une fin chez J. Habermas et à la notion de compétence chez l'expert. Et parce que son origine est certifiée par un organisme qui y a été rendu apte, par délégation d'un pouvoir reconnu, soit par délégation du pouvoir souverain de l'État comme l'AFNOR en France, soit par émanation de lobbies industriels. Si tel n'est pas le cas, le document est déclassé. Pour mémoire, le statut de norme enregistrée qui correspondait à un consensus plus limité, a maintenant quasiment disparu. Ces normes ont été transformées soit en fascicules de documentation, FD, soit en normes homologuées, NF, avec ou sans modification la plupart du temps ou bien encore annulées. Cette certification s'inscrit dans la logique de l'activité communicationnelle chez J. Habermas et à la non-déviance de l'expert. Si la définition des normes développées à partir des milieux industriels se justifie par une volonté de régulation des activités qui combine sans les dissocier des arguments tenant de la logique de l'activité rationnelle par rapport à une fin, et de l'activité communicationnelle, qu'en est-il de l'activité de normalisation ? Le décret numéro 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation précise. Chapitre 1er, le système français de normalisation. Article 1. La normalisation est une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations. Elle vise à encourager le développement économique et l'innovation, tout en prenant en compte des objectifs de développement durable. Chapitre 4. L'application des normes. Article 17. Les normes sont d'application volontaire. Toutefois, les normes peuvent être rendues d'application obligatoire par arrêté signé du ministre chargé de l'industrie et du ou des ministres intéressés. Les normes rendues d'application obligatoire sont consultables gratuitement sur le site internet de l'Association française de normalisation. Source: www.legifrance.gouv.fr. L'affirmation selon laquelle la normalisation est une activité d'intérêt général illustre le propos de Dominique Bessir sur l'apparence de factualité du discours sur la norme. La contestation est d'autant plus découragée qu'il s'agit ici d'un décret, l'article 17 rappelant que faute d'application volontaire, les normes peuvent devenir obligatoires. Les normes dont il est question dans le décret ont les caractéristiques des normes sociales au sens d'Habermas en termes d'intersubjectivité et de reconnaissance des obligations de tous. Elles ont perdu à la fois l'objectif abstrait, un niveau d'ordre optimal, et la finalité applicative pour des usages communs et répétés, qui justifiaient leur respect, garantissant, dans un contexte donné, dans une logique d'activité rationnelle par rapport à une fin imparfaite quoique soumise au modèle classique de la décision rationnelle, ce dont témoigne la recherche d'ordre optimal. Ainsi, à la différence de la norme industrielle d'origine,
Fondée sur une recherche d'optimalité et de scientifisation du monde des pratiques, la norme créatrice de référentiels harmonisateurs de pratiques allant jusqu'à se confondre avec le standard anglo-saxon, l'activité de normalisation est purement communicationnelle et elle s'inscrit entièrement dans le cadre institutionnel. La norme résultant de l'activité de normalisation présente alors un double visage. C'est un document résultant de l'activité stratégique, mais c'est aussi un document servant de support à l'institutionnalisation, par la normalisation, d'une activité communicationnelle, le respect de la norme volontaire ou contraint qui remplace l'activité stratégique initiale où l'erreur était l'échec devant la réalité, d'où le respect volontaire, par une autre activité stratégique où l'erreur est devenue un écart trop important aux critères du référentiel D, ou la possible contrainte. Car le référentiel est abstrait, c'est un modèle construit par consensus. Par ce déplacement du sens de l'erreur qui passe de l'échec devant la réalité à l'écart par rapport à une référence abstraite, le processus institutionnalisant la norme, c'est-à-dire la normalisation, élimine purement et simplement le caractère stratégique qui justifiait l'établissement du document norme. Il en conserve les attributs et contrôle les activités rationnelles par rapport à une fin, mais cette fin est désormais déviée. L'échec devant la réalité, qui est à l'origine de la justification de la norme, ne peut plus provoquer sa remise en cause dès que celle-ci existe. Il y a un changement de phase, Marcet-Roublat 2000, car une fois la norme établie, seule l'activité consensuelle d'expertise comme source de normativité externe ou décisionnelle peut justifier la modification de la norme et par conséquent l'éventuelle révision de la convention qui détermine le système de sanctions en cas d'infraction, figure 8. Figure 6. Tableau de synthèse. Pour l'expertise, la norme sociale au sens de Habermas n'est pas la norme, le document, mais elle l'institutionnalise. Dans la mesure où le problème de l'erreur par incompétence, qui justifie l'établissement de la norme au risque de l'échec devant la réalité, est ensuite remplacé par celui de la déviance par infraction de la norme en vigueur, le processus de normalisation crée une spirale indéfiniment rationalisante où l'activité d'expertise est purement communicationnelle. Ce processus n'est possible que par référence à la représentation analytique réflexion-décision-action, où la pensée est désormais considérée comme calcul des conséquences, Arendt 1988, servante de la science, de la connaissance organisée, Arendt 1981 est réservée à des spécialistes. On comprend alors pourquoi, de façon générale, toutes les normes reposent sur le mythe de la rationalité instrumentale avec deux corollaires. Tout peut et doit être contrôlé, tout peut et doit être mesuré, Bessir Capelletti Piget 2010. Conclusion, l'expert peut-il être hors norme ? Les enjeux du contrôle. L'expertise et la normalisation semblent aujourd'hui converger sur des principes d'organisation égalitaire, où le contrôle des activités passe par la rationalisation de la décision et l'exclusion des agissements hors normes. Elles ont en commun une conception de l'action au travers du prisme de la décision rationnelle dans la représentation RDA, réflexion-décision-action, et sont également traversées par la dichotomie activité rationnelle par rapport à une fin, activité communicationnelle, Habermas 1973. Se dessine alors une tension entre l'établissement et le respect des normes en vigueur selon l'analyse de Habermas, d'une part, et l'exercice de l'expertise d'autre part. L'expert est-il compétent ou garant de l'absence de déviance ? Peut-il se tromper ? On a montré que l'expert ne peut être incompétent, ni déviant, quoi qu'il puisse s'avérer après son intervention qu'il avait dévié. Il faut dans ce cas que l'évaluation se produise, après que les normes sociales ont changé. Un tel résultat conduit à réexaminer plus précisément le rapport de la norme à la science, sous l'angle du processus de la normalisation. Or, l'activité de normalisation, on l'a montré, est purement communicationnelle. Aussi dans la norme y a-t-il peut-être quelque chose qui tient d'une réalité concrète, éviter l'échec devant la réalité, mais surtout quelque chose qui tient du nivellement des comportements, la normalité. Cette normalité élimine le héros dans la double dimension de ses agissements, celle de la déviance. Le héros est hors norme et son comportement peut même en temps normal mettre sa communauté en danger, et celle de la singularité. Le héros se révèle dans des circonstances particulières où il réussit par son comportement unique, éventuellement incontrôlable, là où tout comportement normal échoue.
On peut ainsi expliquer pourquoi l'évolution de l'expertise comme la diffusion des normes par la normalisation tendent à gommer l'engagement personnel de l'expert et sa singularité au profit d'une pratique collective. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.